Les objectifs qui ont été mis en place en 86, quand même, l'histoire, c'est important, quoi. Les Suisses qui étaient confrontés à une épidémie de consommation d'héroïne et d'injection par voie intraveineuse avaient pensé, comme nos dirigeants actuels, mettre des gens dans un parc. Donc il y avait le parc à Zurich, le Platzsplitz, et puis la gare du Letton, en se disant, bon, c'est des endroits désaffectés, pas fréquentés, on va les mettre là. Et puis voilà, ils vont se débrouiller, tout ça. Sauf qu'il y a eu ce qui se passe aujourd'hui à Éole, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui sont venus. C'est nier la clinique du toxicomane, la clinique de l'addiction. C'est-à-dire, les gens, il y a une envie irrépressible de consommer, quelles que soient les conséquences, donc ils vont rester là et consommer jusqu'à perdre leur vie, leurs repères, voilà. Et donc, ils ont dit, oh là là, ça marche pas, on peut quand même pas laisser les gens dans cet état-là, puis il en vient de partout en Europe, on va faire des salles de consommation. Donc ils ont fait la première salle de consommation à Berne en 86 et ils en ont ouvert 4 à Zurich et ensuite ils en ont ouvert dans pas mal de villes de Suisse, puis l'Allemagne, puis les Pays-Bas ont eu les mêmes réflexions à l'époque. Et ils ont vu arriver le crack dans les années 90, donc ils n'avaient que des places d'injection, ils ont fait des places d'inhalation pour pouvoir recevoir ces publics-là. Au départ, l'objectif, c'est santé publique. Santé publique et tranquillité publique. Il y a 2 objectifs. À la salle qui a ouvert en 2016 à la Rimoisière, celle que nous gérons à Gaïa, on a quand même 74 000 consommations dans la salle chaque année. Donc c'est 74 000 consommations qui ne se font pas dehors. On nous dit non, vous à Gare du Nord, vous n'avez que des injecteurs. Non, on a des injecteurs et on a des gens qui inhalent du crack tous les jours dans la salle. On est là pour assurer leur sécurité et les inciter autant que faire se peut à s'engager dans une démarche. Les inciter, on ne les oblige pas. Donc on a une maraude tous les jours qui sort le matin et l'après-midi dans le quartier, parfois un petit peu plus loin que le quartier, pour rencontrer les gens et soit les convaincre de venir consommer à la salle quand ils ne le font pas et qui continuent à consommer dans l'espace public, ça existe. Hein. D'ailleurs, c'est beaucoup relayé sur Twitter. Négocier, faire de la médiation, voir aussi avec les riverains quelles sont les difficultés majeures. Donc ça, c'est notre travail. Et commencer des démarches. Donc ça peut être des tests de dépistage, un traitement hépatite C, accompagnement à l'hôpital parce qu'une maladie chronique qui n'est plus suivie, découverte d'une maladie chronique, accompagnement social vers des hébergements s'il y en a, domiciliation, droits sociaux, justice aussi, c'est des gens qui sont souvent en délicatesse avec la justice, donc reprendre un suivi judiciaire, recontacter le juge d'application des peines, enfin tout ça c'est la grosse part de notre travail qui a bien fonctionné puisque l'étude de l'INSERM montre qu'il y a une réduction de la délinquance, une réduction du passage aux urgences. Un passage aux urgences, on sait que ça coûte cher. On a une réduction de 20% de passage aux urgences grâce à la salle. On a une réduction des overdoses. Oui, nous, Gaïa, ou d'autres, il n'y a pas que Gaïa, on ne fait pas que regarder les gens consommer, quoi. On travaille avec eux, quoi. Ils travaillent avec nous, on travaille à leur rythme. Donc ça, c'est côté usager et côté ville, en fait, milieu urbain, habitants, c'est pacifier un peu l'espace extérieur. Donc réduire les consommations à l'extérieur, dans la ville, réduire le matériel usagé qui est laissé abandonné, réduire les consommations dans les lieux semi-publics aussi, hein, les parkings, les entrées d'immeubles, entre-deux voitures, et pacifier. Et que aussi, je pense que c'est important que les riverains ils aient un interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, dans une scène de drogue où il n'y a personne qui gère, où c'est le chaos, où il n'y a pas de pensée, ils n'ont pas d'interlocuteur. Il y a la police, effectivement, qui fait son boulot, mais ils n'ont pas d'interlocuteur autre que la police. Donc nous, on a vu, depuis 2016 qu'on est ouvert dans l'enceinte de l'hôpital, même si on est indépendant, on a une entrée indépendante, on a des riverains qui viennent nous voir, qui nous appellent, qui viennent nous voir, qui nous signalent telle ou telle personne, qui nous signalent telle ou telle difficulté. Et nous, notre job, c'est d'y répondre.
et d'aller aussi vers les riverains et vers les usagers. L'espace de consommation, ce qui est important surtout pour la cocaïne, il y a un fort craving pour la cocaïne, c'est-à-dire une forte envie répressive de consommer et de continuer à consommer. Comme en plus la qualité de ce qui est vendu est très mauvaise, donc ils ont à peine fini de fumer qu'ils veulent refumer, donc ils restent 4-5 jours sans dormir, sans manger, à consommer, d'où l'aspect un peu zombie de certains. Si ça se passe dans une salle de consommation, par exemple, au bout de 30 minutes, on discute avec eux, et puis ils peuvent prendre un café, ou ils peuvent sortir, prendre l'air, et puis revenir dans la journée, recommencer une session. Mais ça ne va pas être toute la journée. Et puis ils sont en relation, c'est-à-dire il y a des intervenants qui leur parlent, qui leur renvoient une image. Là, ça ne va pas du tout, quoi. Enfin, notre travail, ce qu'on fait, qui nous fait rentrer en relation et dire aux gens, là ça va pas, il faut faire quelque chose. Alors je dis pas que le gars se dit ah oui, t'as raison, je vais faire un sevrage, je vais faire ci, mais c'est petit à petit, tous les jours, qu'il se passe quelque chose et que cette relation, elle tient du social, quoi. Alors que là, dans un parc où ils fument quand ils veulent, il n'y a rien qui tient, quoi. Et c'est vrai que là, on est un peu désespérés parce que certains qui allaient mieux, là, ils sont à Éole. Et je peux vous dire qu'ils vont beaucoup moins bien. En 15 jours, ils ont replongé. Parce que c'est la clinique de l'addiction. On les oriente vers ce qu'il y a de pire pour eux, c'est-à-dire de l'impensé, ce dans quoi ils sont depuis très longtemps, quoi. Dans le chaos. On leur dit, vous êtes dans le chaos, restez dans le chaos. Les structures, c'est du penser, il y a du sens, on les tire du chaos. Donc quand j'entends la police qui se permet, ou certaines personnes qui se permettent de dire il faut les enfermer et les soigner de force, déjà les gens qui ont des maladies mentales en France, on a du mal à les amener aux soins. On n'enferme plus personne à vie en France. Il y a un juge qui décide si la personne est dangereuse pour elle ou pour les autres. Enfin, tout ça, c'est quand même codifié. Donc, c'est très facile d'aller à la radio et de dire enfermez-les tous. Ça fait peut-être plaisir aux gens, mais en tout cas, dans la vie, pragmatiquement, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on est obligés de trouver d'autres solutions pour amener les gens aux soins. Ce qui a bien fonctionné dans la salle, on a vraiment inscrit 1600 personnes dans la salle. Je trouve que c'est un outil intéressant, qui a montré ses preuves dans d'autres pays. Il y a eu des études vraiment bien menées, scientifiques, au Canada, en France, là, récemment. Et donc on pourrait s'appuyer là-dessus pour réfléchir. Mais la grosse difficulté qu'on a, c'est que on a une salle qui n'est pas à la hauteur des besoins de la région Île-de-France où il y a 12 millions d'habitants. Mais la situation actuelle à Paris, c'est pas une nouvelle salle qu'il faut ouvrir. C'est plusieurs autres salles. Si on veut absorber la consommation qui se passe dans le nord-est parisien, quand vous voyez que Zurich, je crois que c'est 3 millions d'habitants, l'agglomération, Francfort c'est 4 millions, l'agglomération, ils ont 4 et 5 salles. Donc on voit bien qu'on est vraiment en deçà. Si on regardait vraiment les besoins de la région et qu'on maillait le territoire, on aurait beaucoup moins de ressentiment de la part des riverains, puisqu'il y aurait quand même une distribution sur le territoire. Enfin, il y a des usagers de drogue à Aulnay-sous-Bois, il y a des usagers de drogue à Issy-les-Moulineaux, il y a à Creil, enfin, à Créteil. Voilà, ces gens-là se déplacent sur des scènes où ils vont acheter et consommer. Donc après, si on maille le territoire, il faut aussi accepter qu'il y aura du trafic. Il y en a de toute façon du trafic. Mais ce trafic, il peut être régulé aussi d'une certaine manière. Donc par exemple, à la Riboisière, on entend beaucoup zone de non-droit. Les détracteurs de la salle disent, même la police nous dit qu'ils ne peuvent pas intervenir, qu'ils doivent les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Alors c'est totalement faux, parce qu'il y a une circulaire de politique pénale. Alors je ne sais pas quel policier dit ça, mais le commissaire principal de l'arrondissement du 10e ne dit pas ça. Au comité de pilotage avec les riverains, il ne dit pas ça. Il dit au contraire qu'il procède à 4000 contrôles autour de la salle ou dans ses environs proches chaque année. Il contrôle que les personnes ont bien la quantité autorisée
Et ceux qui ont plus, ils sont arrêtés et déférés. C'est vrai qu'on a perdu, je vois par rapport à Francfort ou certaines villes de Pays-Bas où j'ai été souvent, on a perdu au fur et à mesure des années ce travail d'échange avec la police. Enfin, tout le début de la salle, on échangeait beaucoup sur la situation du quartier avec le commissaire qui était à l'époque. Lui, il disait c'est la délinquance ordinaire de ce quartier-là. Hein. Elle n'a pas augmenté, elle n'a pas explosé depuis que la salle a ouvert. On travaillait très bien en lien. Ils nous signalaient les difficultés, les points noirs. On leur signalait les difficultés, les points noirs. Ce travail-là n'existe plus. C'est bien dommage, parce que je pense que pour arriver à mettre une stratégie, à mettre en place un système global de prise en charge de ces personnes, il faut se mettre tous autour de la table. Hein. S'il y a quelqu'un qui n'est pas assis autour de la table, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on aille tous dans le même sens en se disant ce qu'on veut, voilà, on a des objectifs, on attend des résultats. Ça, on ne le fait pas. Et c'est vraiment dommage parce que si on se mettait les objectifs, on aurait les résultats à côté. Nous, on l'a fait pour la salle. On avait des objectifs, on attendait des résultats. On les a sur l'extérieur partiellement parce que, je vous dis, il y a la santé mentale qui est difficile. Parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de focus sur la salle, mais il y a des centres de soins, ce qu'on appelle des XAPA, hein, c'est des centres de soins, d'accompagnement et de prévention pour les addictions. Il y en a 49 en Île-de-France, je crois, ou 71 en Île-de-France, et 49 à Paris. Donc c'est des centres qui accueillent les gens qui ont une consommation problématique de produits. Ça peut être aussi d'alcool, de tabac, d'héroïne, de crack, de cocaïne. Et je pense que ces centres aussi, on doit faire une petite révolution, parce que si on veut que ces personnes aient envie de pousser des portes, aient envie d'être accueillies, aient envie d'aller un petit peu plus loin, il faut aussi, encore une fois, se remettre au travail, puisque la plupart des centres, c'est sur rendez-vous. Vous voyez bien que quelqu'un qui est à Éole depuis 3 mois, enfoncé dans son addiction, il ne va pas aller prendre rendez-vous dans un centre. Ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. On peut toujours espérer, mais ça ne va pas marcher. Il y a des choses à innover, il y a des choses à réfléchir, mais il faut avoir envie et puis il faut dépasser les préoccupations politiciennes. Et les pays qui ont réussi le mieux, c'est par exemple en Espagne, la Catalogne ou les Suisses, ils se sont dit voilà, c'est un problème de société qui concerne tout le monde. On ne va plus en faire un objet politique. Donc quelles que soient les élections, on va dans cette direction-là. On fait une stratégie sur 20-25 ans qui sera respectée par tous les partis politiques, comme la politique des 4 piliers en Suisse, et on va mettre autant d'argent, ça c'est les Suisses, hein, les 4 piliers, autant d'argent dans la prévention, la réduction des risques, le soin et la répression. Alors que nous, on a un gros paquet sur la répression, la prévention, je crois qu'on n'en parle même plus, et la réduction des risques, qui a gagné du terrain sur un peu un soin très... psychothérapeutique, psychanalytique, mais voilà, c'est tout. La répression, elle est très, je sais plus les budgets, mais c'est du 70%, 30% quoi. Sur la répression. La loi de 70 les pénalise. Hein. Les usagers sont des criminels, sont des délinquants. Même s'ils utilisent la drogue que pour eux, chez eux, sans contact avec personne, pour leur propre usage, ils sont des délinquants. Donc cette question-là, il y a beaucoup de pays quand même, il y a de plus en plus de pays qui se penchent sur le fait de se dire, si on veut que les gens se comportent comme des citoyens, quel que soit leur choix vis-à-vis de leur consommation, ça serait bien déjà de les considérer comme des citoyens à part entière et pas comme des délinquants. Donc dépénaliser l'usage de drogue, de toutes les drogues, comme ont fait les Portugais. Mais ça, si vous dites ça à quelqu'un, les Portugais ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues, donc c'est pas légalisé, dépénaliser l'usage de toutes les drogues depuis 2001. Les gens vous disent, ah bon? Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais oui, ils ne sont pas devenus le supermarché européen des drogues. Ils ont réussi à mieux soigner les consommateurs. Enfin, ils ont un bilan qui est plutôt positif. Donc, encore une fois, ce n'est pas uniquement le fait de dire on dépénalise qui va suffire.
derrière, il faut, comme je vous disais, des centres de soins, des centres d'accueil bas seuil, dont les salles de consommation, des centres d'hébergement. Enfin, voilà, il y a un maillage, en fait, qui doit se mettre en place. Mais c'est vrai qu'un gamin qui commence à rentrer dans une carrière d'usager de drogue, si il sait que ce qu'il fait, c'est pas illégal, il va certes, enfin, ce qu'on a vu dans d'autres pays, il va aller plus facilement en parler ou demander de l'aide que celui qui déjà se vit comme un grand délinquant. Pour l'anecdote, quand on a fait les salles de consommation, enfin quand on a commencé à négocier et à aller voir des politiques en 2009 pour les salles de consommation, mais c'était affligeant, enfin franchement, c'était des hommes et des femmes politiques qui vous donnent comme argument oui, ben alors moi, la fille de ma concierge ou la fille de mon ami, hein, elle a fumé du cannabis et maintenant, eh ben, elle est complètement Et là, je dis, mais vous avez lu tel rapport, vous avez vu rien. Et après, quand on les pousse en leur disant, ben, lisez ce rapport, vous verrez que, lisez ce rapport et tout ça, ils disent, oui, d'accord, oui, mais en France, ça ne marchera pas. Je dis, ah bon, mais pourquoi ça ne marchera pas? Ben, en France, on n'est pas pareil, quoi. Je fais, ah, ça, c'est de l'argument béton armé, quoi. Ah non, mais franchement, je le prends à la rigolade, mais j'étais atterrée par le fait qu'ils n'ont rien lu. Rien lu. De toute façon, les résultats sont là. Hein. Regardez, on est le pays le plus répressif d'Europe, on a le plus de consommateurs. On a le plus de consommateurs de cannabis. Beaucoup plus que les Pays-Bas, beaucoup plus que le Portugal, beaucoup plus... Il y a les Tchèques aussi qui sont pas mal. Et quand vous dites ça, on dit oui, mais c'est parce qu'on n'applique pas assez la répression, il faut encore plus de répression. Oui, d'accord, ok. Enfin, c'est-à-dire que personne n'a envie de travailler la question avec des références scientifiques, avec ce qu'on sait, avec le doute des choses qu'on ne sait pas encore, mais travailler. Il faut réfléchir encore une fois, il faut se mettre au travail vraiment au-delà des grandes déclarations, quoi.